Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Donc je suis Tania, votre hôte, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nadège. Nadège avec qui on va aborder le phénomène de l'œuf clair. Avant de pouvoir interviewer Nadège, je vais quand même repréciser ce que c'est qu'un œuf clair. Donc, il faut savoir que lorsqu'une grossesse se déroule bien, l'œuf, une fois fécondé, va s'implanter dans la paroi utérine. Et à ce moment-là, il va y avoir, on va dire, une division cellulaire. C'est dans cet œuf que va se créer donc une enveloppe dans laquelle l'embryon se forme. Mais il arrive que parfois l'embryon ne se forme pas, et là on parle d'œuf clair ou alors d'œuf blanc. L'œuf est composé donc de sa membrane, du futioplacenta, mais qui ne contient pas d'embryon. Donc bien évidemment, c'est une pathologie qui intervient uniquement au premier trimestre de grossesse. Pour un petit peu aller plus loin, une femme qui débute une grossesse avec un œuf clair connaît bien évidemment pratiquement tous les symptômes de la grossesse. On constate une absence de règles, donc avec une aménorrhée. Certaines femmes peuvent avoir des tiraillements dans le bas-ventre ou même parfois des nausées. Ce qui est trompeur pour certaines femmes, c'est qu'à la différence d'une grossesse, en fait, on va dire arrêtée, le taux d'hormones va augmenter mais ne va pas doubler. Alors, aujourd'hui avec moi, je reçois donc Nadège. Nadège qui va nous parler de son expérience par rapport à l'œuf clair. On partira, j'ai envie de dire, de son désir de grossesse jusqu'à l'annonce de l'œuf clair et un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer après et comment surtout elle appréhende ou pas sa prochaine grossesse. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Bonjour Tania, je vais bien, je te remercie. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est vraiment un plaisir voilà de partager un petit peu ton histoire. Voilà, on va essayer de lever encore une fois un tabou parce que je pense que c'est important que des femmes, des hommes, des futures familles soient au courant de ce phénomène et puissent en parler librement sans qu'il y ait de gêne et sans qu'il y ait un quelconque tabou. D'accord? D'accord, merci à toi de me permettre de témoigner. Mais avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire de qui est constituée ta tribu et dans quelle région tu te situes, Nadège? Alors moi je vis en Champagne-Ardenne et donc je vis avec mon compagnon et qui a lui déjà un petit garçon de 6 ans. D'accord, ok. Ouais. Alors, par rapport à l'œuf clair, est-ce que c'était, alors je pose la question, une grossesse qui était désirée ou une grossesse surprise, Nadège? C'était une grossesse désirée au moment où j'avais appris la grossesse, ça faisait à peu près 6 mois que j'avais arrêté la pilule. D'accord, ok, d'accord. Alors, comment ça s'est passé entre le moment, j'ai envie de dire, où t'as vu les fameux traits je perds mon mot. Sur le test, et puis voilà justement l'annonce. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ce qui s'est passé, par quoi vous êtes passé, vos émotions, voilà, un petit peu de tout. Vas-y. Donc moi, ce qui m'a amené à faire un test de grossesse, c'est donc un retard de règles qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, et puis quelques symptômes de grossesse. J'ai fait ce fameux test, je l'ai fait 2 fois, donc bien positif. J'ai donc fait l'annonce au papa juste après. On était super contents parce que voilà, comme j'ai dit, c'était une grossesse désirée, donc on l'attendait, donc on était contents. Le lendemain, la fameuse prise de sang pour évaluer le taux de bêta-HCG. Bon, il y avait un taux, voilà. Et avec mon médecin traitant, par rapport à la date de mes dernières règles, on avait évalué que j'étais à 4 semaines aménorrhée de grossesse. D'accord, ok. Enfin, 4 semaines aménorrhée. Voilà. Donc ensuite j'ai donc pris rendez-vous chez la sage-femme pour prévoir l'écho de datation, la fameuse première écho. Donc ce rendez-vous devait se tenir à peu près 3-4 semaines après. Donc quand on est arrivé en tout cas au rendez-vous, j'étais donc à 8 semaines aménorrhée. Et donc le jour du rendez-vous, ce fameux jour est arrivé et puis directement à l'écho, la sage-femme a tout de suite posé des mots en fait sur l'éventualité, enfin qu'il y a un souci, en me disant que ma poche était un peu petite, qu'elle était plus petite de 2 semaines que ce qu'elle aurait dû être. D'accord. Et ensuite, elle nous l'a dit, elle dit mais je vois rien, il y a rien, je vois rien dans cette poche, il y a rien à l'intérieur. Donc on a été un peu surpris et puis donc elle nous dit tout de suite, je pense qu'il s'agit d'un œuf clair.
Donc elle nous explique de quoi il s'agit. Moi, j'en avais entendu parler, je savais à peu près de quoi il s'agissait. Mon compagnon, lui, non, il n'en avait jamais entendu parler, donc il était encore plus déboussolé, on va dire. C'est vrai qu'on avait pensé un peu à toutes les éventualités, mais pas à ça, finalement. On s'était pas imaginé qu'il n'y avait rien, finalement, dans cette poche. Donc, directement, il nous parle de la suite, qui pourrait être, en fait, celle d'une interruption. Si jamais l'œuf clair est confirmé, elle nous explique qu'on va quand même faire 2 prises de sang à 48 heures d'intervalle pour vérifier le taux. Et puis sinon, si l'œuf clair est confirmé, il faudra prendre un rendez-vous à l'hôpital pour envisager une interruption. Donc on ressort du cabinet totalement déboussolé, on venait de se prendre une claque. Moi, j'avoue un peu, je m'effondre un peu tout de même. Enfin, voilà, c'est triste en fait comme nouvelle. Je prends directement rendez-vous pour une prise de sang, enfin pour la première. Donc j'ai les résultats quelques heures après. Ça nous parle pas vraiment parce que on ne sait pas à quoi s'en tenir, quel taux je devrais avoir. C'est vrai qu'il a beaucoup augmenté en 3-4 semaines, c'est certain. Ouais. Mais est-ce qu'il est bon ou non, on ne sait pas. Donc 48 heures après, je fais la seconde prise de sang. Et donc la sage-femme nous avait bien expliqué que normalement le taux est censé doubler en 48 heures. Oui. Elle nous explique qu'il peut être amené à augmenter, mais pas forcément à doubler, mais c'est normal en fait, même dans le cadre d'un œuf clair, il augmente, mais il se stabilise à un moment donné pour redescendre finalement. Et donc, je vois que mon taux a augmenté en 48 heures, mais c'est vrai qu'il n'a pas doublé. Donc, j'appelle directement la sage-femme pour avoir sa conclusion et elle passe pas par 4 chemins, elle me dit directement non Nadège, c'est pas le taux est pas bon. Le taux est pas bon, pour moi ça confirme l'œuf clair. Je lui dis mais est-ce qu'on est sûr, parce que moi je me dis mais il augmente quand même, donc pourquoi il augmente, du coup on a du mal à comprendre un peu et elle m'explique et puis je lui dis mais est-ce qu'on peut pas attendre tout de même une semaine, on ne sait jamais, moi dans l'espoir qu'un embryon puisse se créer dans cette poche. Ouais. Elle me dit on peut attendre une semaine si tu veux, on peut attendre une semaine, mais il n'y a pas de risque en soi pour moi, il n'y avait pas de risque à attendre. Elle me dit c'est un choix personnel, sinon c'est un rendez-vous à l'hôpital directement. D'accord. Je lui ai dit que j'allais en discuter avec mon compagnon et puis finalement on décide de prendre rendez-vous à l'hôpital. On se dit que ça sert à rien de se donner de faux espoirs durant une semaine. Donc on se dit autant prendre rendez-vous tout de suite. C'est malheureux, mais voilà, on veut pouvoir passer à autre chose. Oui. D'accord. Ouais. Et donc on prend rendez-vous. On a rendez-vous dès le lendemain à l'hôpital. Donc à l'hôpital, au gynéco, on réexplique toute l'histoire et il me refait une écho, donc il prend bien le temps de bien tout regarder. Moi, je vois bien à l'écran déjà qu'il y a rien de nouveau dans cette poche. Oui. Mais il me dit, à la fin de l'écho, il nous dit écoutez, moi, je préfère attendre. Il me dit, je préfère attendre 2 semaines avant d'envisager une interruption. Il nous parle de possibilité de retard d'ovulation. Il nous explique que ça peut être un retard d'ovulation et qu'en effet, ma poche est petite par rapport à la norme, on va dire, à ce qu'elle aurait dû être. Ouais. Il me dit qu'elle est petite, donc ça ne donne pas la possibilité de confirmer qu'il n'y a rien ou non à l'intérieur. Voilà. Donc, il nous dit, c'est peut-être un retard d'ovulation tout simplement. Donc, je préfère attendre 2 semaines avant d'envisager l'interruption parce que, voilà, il préfère être prudent. Être prudent, d'accord. Ouais. Nous, ça nous déstabilise totalement, concrètement, parce que on s'était fait une raison par rapport à ce que nous avait dit la sage-femme. Nous, on venait vraiment en se disant bon voilà, on y va pour une interruption. On s'était fait une raison. Là, il nous dit ça en nous précisant, en étant très prudent et en nous précisant, je ne peux pas vous donner de faux espoirs, mais on attend 2 semaines. Donc moi, sans mentir, hein, ça a automatiquement rallumé une lueur d'espoir en moi, bien évidemment. C'est normal, ouais. Normal, ouais, voilà. Donc sur le coup, ça nous a déstabilisés. Puis c'est vrai qu'on on avait plein de questions à lui poser. On disait mais on comprend pas pourquoi on nous a dit ça. Et puis finalement, mais le taux, il aurait dû doubler. Pourquoi? Et il nous dit, écoutez, on est prudent, on attend. En attendant, le taux il augmente. Donc il y a pas, voilà, on attend 2 semaines et puis on verra. Bon, ok. On se dit, on attend 2 semaines avec mon compagnon. On se dit
on n'en parle pas, on évite de trop y penser. Voilà, on attend que les 2 semaines se passent. On se doute bien que ça va être les 2 semaines les plus longues de notre vie, mais voilà, il faut, donc c'est tout. On attend et on verra bien. Sauf que en fait, dès le lendemain, moi, je me rends compte que ça va être difficile à vivre parce que il faut pas trop y penser. On évite d'en parler, mais je suis enceinte en fait. Oui. Ouais. J'ai quand même des symptômes. Donc psychologiquement, c'est difficile d'assimiler le fait que je suis enceinte, mais en fait, il y a rien. Il y a rien, ouais. Je suis enceinte, mais pas d'un bébé. Je suis pas enceinte. Je suis enceinte d'une poche vide, juste du sac gestationnel, comme on l'appelle. Donc c'est psychologiquement, ça a été assez difficile à ce moment-là d'assimiler ça, et du coup, ça a vraiment été compliqué là. J'ai vécu un moment assez compliqué, et finalement les 2 semaines elles se sont passées, mais oui, un peu difficilement parce que du coup, ça crée un peu aussi des tensions au sein du couple parce que on gère chacun aussi notre peine à notre manière. Mon compagnon, il est quand même concerné aussi par ça. Lui aussi, hein, il a espéré cette grossesse, il s'attendait pas à cette nouvelle, donc il a aussi cette déception, cette tristesse, et puis ce laps de temps de 2 semaines où on sait pas quoi penser. Est-ce qu'on faut espoir ou pas, ou est-ce qu'il faut y croire ou ne pas y croire? Lui, il était plutôt partant pour ne pas y croire. D'accord, oui. Et puis, à voir, s'il fallait, il aurait une bonne surprise au moment du rendez-vous de contrôle, mais lui, il préférait se dire, bon, il n'y a rien, il préférait penser au pire, voilà, en fait, en se disant, comme ça, si c'est le pire, au moins, j'étais préparée à ça. Ouais, d'accord, oui, ok, d'accord, ouais. Ouais, voilà, dans ce sens-là. Moi, je ne pouvais pas me préparer au pire en me disant, je suis enceinte. Je ne pouvais pas, dans ma tête, me préparer au pire en me disant que si ça se trouve, dans 2 semaines, on va me dire qu'en fait, il y a un embryon. Je me dis, mais c'est pas possible de penser au pire alors que je ne sais pas. Donc, 2 semaines compliquées. Pas mentir. Pas évident à vivre, quoi. Non, pas évident à vivre. Donc, arrive le rendez-vous de contrôle. Le gynéco m'avait en amont prescrit deux prises de sang à faire à 48 heures d'intervalle. Et donc j'ai fait ces prises de sang juste avant le rendez-vous. La première, le taux en 2 semaines avait augmenté. Donc, mais c'est sûr que c'était peut-être pas forcément encore un bon taux non plus. Mais il avait augmenté. Et puis finalement, la deuxième prise de temps, ça avait toujours pas doublé en 48 heures. D'accord. Donc le rendez-vous arrive, et puis donc là on est reçu toujours à l'hôpital, mais par une interne qui refait une écho, qui me dit oui, en effet le taux a augmenté. Bon, ça n'a pas l'air d'être une mauvaise nouvelle, ce taux. Donc on se dit bon, on sait pas trop à quoi s'en tenir, mais arrive l'écho, et à l'écho sur l'écran, on le voit directement. 2 semaines après, il y a toujours rien. D'accord. Voilà, il y a toujours cette poche vide. Donc voilà, elle pose les mots aussi dessus directement en nous disant en effet, il y a toujours rien, donc il va falloir envisager l'interruption. Donc on s'y était préparé, mais là c'est certain. Là, on envisage vraiment l'interruption. On parle vraiment d'interruption. Enfin, c'est concret. C'est oui, donc, voilà. Moi, j'ai un peu craqué là à ce moment-là parce que finalement, c'est concret et donc c'est sûr quoi. Il y a plus d'espoir, ouais. Ouais. Donc je lui dis par contre que je veux le faire dès que possible. Je veux pouvoir faire cette interruption le plus rapidement possible. Elle me dit bon, je vais voir. Elle me dit parce que il faut que vous on procédait par une interruption par médicament. Oui, déjà. D'accord. Oui. Donc il y a 2 prises de médicaments, enfin en 2 temps. Donc un premier médicament et 48 heures un second. Elle m'explique que donc le premier finalement me dit on va pouvoir le prendre dès aujourd'hui. Donc elle me fait prendre ce premier médicament qui prépare le col à l'expulsion en fait. D'accord. Et elle me dit le second dans 48 heures sous surveillance, donc en fait une hospitalisation pour la journée pour surveiller du coup l'expulsion. D'accord. Donc ok, donc c'est bien, on est content que, voilà, on est pris en charge très rapidement, les choses se font rapidement parce qu'on veut pouvoir passer à autre chose, pour ne pas s'attacher finalement à cette poche vide, on n'a pas envie de s'y attacher, voilà. Donc parce qu'on même on s'y est attaché, durant les 3 semaines avant l'écho de datation chez la sage-femme, on s'était
imaginez une vie avec un bébé. Hein. On a vécu 3 semaines avant de savoir qu'il s'agissait d'un œuf clair. 3 semaines, on va pas se mentir. On sait qu'on doit pas se projeter, c'est le premier trimestre. Tout ça, c'est normal qu'on se projette, quoi. Bah oui. Ouais, bien évidemment. Donc on a quand même, ça a été quand même une grosse déception parce que on s'était imaginé, on s'était un peu préparé, on avait commencé à faire des plans en se disant, comme n'importe quel couple. Bah oui. Donc la déception, la tristesse, elle est là malgré tout. Et donc je prends ce fameux premier médicament et puis 48 heures après, je me rends à l'hôpital, je me rends à la maternité, je me rends devant les salles de naissance en fait. Oui. C'est là la particularité qui est c'est un peu l'ombre du tableau, on va dire, parce que vraiment c'est dommage, c'est que la prise en charge, elle se fait comme une femme enceinte qui vient pour accoucher, par exemple. Voilà, comme une naissance normale, c'est ça qui est délicat. Bon, je peux comprendre que voilà, c'est le même service, hein, la thématique reste dans le même service, mais bon, ça peut être un peu traumatisant. Parce que donc du coup, je suis reçue par un sage-femme qui m'ausculte, qui m'explique comment ça va se passer. Donc il refait une écho, il me donne ce fameux médicament, il m'installe en chambre et il me donne tout le matériel nécessaire, hein, la blouse, les protections hygiéniques, parce que bon, du coup, on se prépare à des saignements, des douleurs, etc. Donc il me dit, je reviens vous voir, ça c'était le matin, il me dit, je reviens vous voir dans quelques heures, on fait le point. Fin de matinée, j'ai commencé à avoir de légers saignements, pas particulièrement de douleur. Oui. Et donc pendant midi, il repasse, on fait le point et je lui dis, bon, j'avais toujours que de très légers saignements. Je lui dis, voilà. Il me dit, on va refaire une écho pour vérifier où ça en est. Bon, il me dit, ok, et puis je vais vous donner encore un autre médicament pour accélérer l'expulsion. Bon. Finalement, l'après-midi se passe et toujours pas plus de saignements, pas de douleur particulière. Voilà, on s'était un peu renseigné sur comment se passait une interruption, et c'est vrai que j'avais beaucoup lu que on avait des douleurs qui étaient assimilées à des contractions, donc c'était un peu effrayant. J'étais peinée de me dire que j'allais ressentir des contractions, mais pour une interruption, la première fois que j'aurais voulu ressentir des contractions, ça aurait été un accouchement, quoi, pour accoucher d'un bébé en pleine santé. Donc ça m'effrayait un peu, cette idée m'effrayait, et puis finalement, moi, pas de douleur, toujours pas plus de douleur, et puis bon, toujours pas plus de saignement. Donc il décide de refaire une écho, et puis il me dit, bon, dans ce cas, on va vous laisser rentrer. C'était un jeudi, donc il me dit, on va vous laisser rentrer, et puis en espérant que ça se passe naturellement durant la fin de semaine, durant le week-end. D'accord, ok. Et il me dit, je vous donne un rendez-vous de contrôle à l'hôpital lundi. Et donc après, voilà, on prescrit au cas où, en cas de douleur, de saignement, l'ordonnance qui va bien. Et puis il me dit surtout, voilà, vous venez à l'hôpital en cas de gros saignement, enfin en cas de problème. Bon, c'est tout. Finalement, déception, je rentre chez moi, mais toujours avec cette poche vide. Oui. Ouais. Et déception parce que ça faisait juste déjà 2 semaines en fait que finalement je vivais avec et là il fallait qu'elle sorte de notre vie, on va dire. Il était temps que nous on voulait tourner la page et du coup on se dit voilà, on peut toujours pas tourner la page. Donc les jours passent, la fin de semaine passe et puis toujours pas plus de saignements, toujours pas plus de douleur, pas particulièrement. Donc arrive le dimanche et je comprends que finalement l'expulsion naturellement ne se fait pas. Donc ça m'inquiète aussi un peu. Je me dis pourquoi, voilà. Il me dit pourquoi il faut que ce soit aussi difficile alors que voilà. Et finalement en plus il y a pas d'embryon, c'est dommage. Mais bon. Donc le lundi arrive le rendez-vous de contrôle où je me doute bien qu'il va falloir que je passe par un curetage. Mais bon, moi j'arrive au rendez-vous seule en plus, mon compagnon travaille et puis l'interne m'ausculte, re-écho, etc. Et puis toujours, évidemment, l'expulsion ne s'est pas faite. L'œuf était toujours là. Il est toujours là, oui. Donc l'interne me dit, écoutez, là ça fait déjà 2 semaines, déjà en plus que vous aviez attendu. À un moment donné, on va pas pouvoir non plus vous laisser continuellement avec cette poche vide parce que il peut y avoir un risque d'infection aussi au bout d'un moment. Oui, à un moment, ça commence.
Ouais, voilà, autant il n'y a pas trop de risque pour moi, que autant à un moment donné, c'est pas possible de vivre continuellement avec ça. Et donc elle me dit qu'elle allait en référer au médecin et qu'il allait prendre une décision sur la suite, soit me laisser encore quelques jours en espérant que ça se fasse naturellement, soit envisager un curetage. D'accord. Et puis elle revient en me disant bon bah écoutez, on vous hospitalise de suite et on vous opère ce soir. Bon. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Oui, finalement, ils ont voulu faire les choses assez rapidement pour ne pas prendre de risques d'infection. Donc, je m'y attendais pas. Autant je pensais qu'on allait me faire revenir le lendemain à jeun pour l'opération. Autant là, non. Ça se fait tout de suite. On me dit, on vous opère ce soir. Quoi, bon, ok. Donc, j'ai juste le temps donc on m'explique un peu comment ça va se passer, mais brièvement, on me donne les documents à remplir parce que anesthésie générale, bien sûr. Et on me laisse rentrer chez moi récupérer quelques affaires. Donc je rentre, j'en informe mon compagnon, qui lui n'était pas encore au courant. Donc je lui explique que je vais devoir passer par la case curetage, hospitalisation, etc. Moi j'étais très stressée, très inquiète, mais par l'anesthésie générale, parce que j'en ai jamais vécu. Pas par le curetage en soi, parce que c'est une opération assez bénigne. En fait, oui. Voilà, ça ne te demande pas beaucoup de temps et beaucoup de complications en soi. Donc, c'est pas l'opération qui m'inquiétait, mais vraiment plus l'anesthésie générale. Ouais, l'anesthésie, d'accord. Et donc, on retourne ensuite tous les deux à l'hôpital, toujours à la maternité, hein, bien sûr. Donc oui. On est reçus... on a l'entretien avec l'anesthésie. Bon, mais super prise en charge des soignants. Ouais, ça s'est bien passé. Super bienveillants. Ils étaient vraiment aux petits soins. Non, c'était vraiment pour ça. Franchement, je les remercie parce que c'est important, c'est très important. Ouais. Et donc, entretien avec l'anesthésiste, donc qui explique comment ça va se passer, etc. On me pose une perf, bien sûr, etc. Enfin voilà, on fait toute la prise en charge. Mm-hmm. Tout se fait assez rapidement et tout se fait dans le temps où, en fait, entre le temps où je suis reçue, enfin j'ai eu l'annonce, le temps que j'ai récupéré mes affaires, je suis reçue à l'hôpital et qu'on me mette en chambre. Après, il a juste suffi, on a patienté une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis en fait, j'ai été emmenée au bloc directement. D'accord, ok. C'est pas plus mal quelque part. Finalement, ça a évité que je passe une nuit chez moi à me poser des questions, et là, j'ai pas eu le temps de me poser 15 000 questions. Ouais. On y va, et puis voilà. Ça a été vite quand même. Et puis, d'accord. Oui, ça a été vite. Et donc voilà. Je pars au bloc, on m'endort, je me réveille à peine une heure après. Et puis, pas trop de douleur, très légère. Et a priori, bon, je n'ai pas plus d'infos, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air de s'être bien passé. J'attends le passage du chirurgien pour savoir plus sur la suite. Mm-hmm. Et donc, voilà, je retourne dans ma chambre et je passe la nuit, du coup, donc à l'hôpital. Et c'est là où je trouve dommage d'être au même étage, en tout cas, que les naissances. Que les naissances, oui. Parce que c'est tout de même assez particulier d'entendre des bébés pleurer ou d'entendre une femme en train d'accoucher et qui crie de douleur et qui est en fait en train de donner la vie. Moi, ça m'a pas. Je trouve que ça pourrait être traumatisant. Ben oui. Femme on est là pour une interruption, donc je trouve ça assez dommage. Moi, de mon côté, j'ai énormément relativisé en me disant. On a énormément relativisé en se disant c'est un œuf clair, il n'y avait pas d'embryon, ça enlève pas la peine, hein, la déception, ça n'enlève rien en fait, mais c'est juste histoire de pouvoir essayer de surmonter ça moins difficilement, on va dire. Oui. Voilà. Et donc bon, la nuit se passe, pas de douleur particulière, c'est vrai qu'on a des saignements, mais oui, comme des règles, hein, finalement. Mm-hmm. Et puis finalement, les douleurs après l'expulsion, elles ne sont pas vraiment présentes, puisque c'est vraiment la fausse couche, en fait, qui crée les douleurs. Une fois que c'est expulsé, elles disparaissent. Elles disparaissent. Donc il n'y a pas de douleur. Non, il n'y a pas de douleur particulière après le curetage non plus. Et puis voilà, donc le lendemain, je vois le chirurgien, je lui demande si tout s'est bien passé, mais pour lui, oui. Et puis c'est vrai qu'on l'avait demandé à le voir juste avant d'entrer au bloc avec mon compagnon, parce qu'on avait des questions sur l'opération. On savait que c'était quelque chose d'assez simple, mais sur la suite aussi, sur après le curetage, comment ça se passe, quelles précautions il faut prendre, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut pas faire, on se posait plein de questions. Et
pour le coup, lui, il était plutôt serein. Il était même surpris de toutes nos questions en nous disant mais non, en fait, il y a rien à faire. Il y a rien à ouais. faire. À partir du moment où si c'était une grossesse désirée, il n'y a aucun souci derrière pour envisager une nouvelle grossesse. Il n'y a pas de délai d'attente, de temps à prendre particulièrement entre les deux. Oui, d'accord. Ouais. Et donc, bon, ok, on était surpris, mais bon, tant mieux. Après, il nous explique que c'est selon le choix, le besoin de chacun. S'il y a des personnes qui préfèrent prendre du temps, se donner du temps pour passer à autre chose, et dans ces cas-là, on peut envisager de prendre une contraception pour, attendre 1 ou 2 mois avant de réessayer d'avoir un enfant. Voilà. En fait, donc, voilà. Oui, pardon, je veux dire, à ce moment-là, c'est plus le couple qui va décider de faire une pause, mais médicalement, il n'y a aucune incidence de recommencer dans la foulée. Oui, d'après mon chirurgien. D'après ton chirurgien, ouais. Non, il n'y a aucune. C'est pour ça que nous on pensait qu'il faut attendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois avant de. Et il me dit non. Après, c'est juste, il faudra attendre que le cycle se remette en route pour après pouvoir calculer la période d'ovulation, etc. Mais il n'y a aucun délai d'attente avant de retenter. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Tout simplement. Donc. Et donc ensuite, je suis donc ressortie de l'hôpital dès le lendemain, après que le chirurgien m'ait confirmé que que le curetage s'est bien passé. Et puis voilà, soulagée finalement du fait que enfin cette poche vide n'est plus en moi, elle est enfin partie. Mais finalement, ça n'enlève rien à la déception, à la peine. À ce sentiment d'échec d'avoir une grossesse qui n'a pas fonctionné et d'avoir finalement fait une fausse couche et puis d'être passé par une interruption, quoi. Donc c'était assez difficile, même si on avait beaucoup relativisé tout le long. Bon, finalement, derrière, malgré tout, il y a toujours un peu cette déception, quoi. Ouais, d'accord. Une petite question, Nadège. Je t'interromps une petite seconde. Quand tu parles de sentiment d'échec, c'est vis-à-vis de quoi, en fait? Vis-à-vis de la... Ouais. Non, vas-y. C'est par rapport à la poche vide ou c'est par rapport à... ou c'est plus personnel, j'ai envie de dire? Non, c'est vraiment le fait... Parce que quand j'ai fait mon test de grossesse et donc on était contents puisque c'était une grossesse désirée. Et ensuite, pendant 3 semaines, on s'est imaginé une vie du coup à 4. On s'est imaginé avoir un bébé. On s'est imaginé une grossesse. Je me suis imaginée enceinte. Enfin, j'avais des symptômes. Donc en fait, c'est pendant ces 3 semaines. L'échec, c'est juste ça. C'est le fait que c'est une grossesse qui n'a pas pu aboutir. D'accord, ok, d'accord. Le sentiment d'échec, c'est celui-ci. Il y a aucune. Tu voulais peut-être parler de culpabilité? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que d'un moment donné, tu as eu ce sentiment? Non, alors moi personnellement, non, j'ai pas ressenti de culpabilité. Je sais que après le curetage, je suis allée faire un point aussi avec mon médecin traitant et lui aussi m'a dit la même chose. Enfin, il m'a dit mais surtout ne culpabilisez pas. Pour le coup, moi je culpabilise pas. Je me dis pas que c'est de ma faute, que c'est peut-être quelque chose que j'ai fait, que j'ai mangé, que j'ai quoi qu'est-ce. Enfin, non, je me dis c'est la nature, c'est mon corps. En même temps, c'est une première grossesse aussi. Pour moi, il faut le préciser. Oui. J'ai 33 ans, c'est une première grossesse. Donc je me dis c'est tout simplement mon corps qui faut qu'il assimile un peu le fonctionnement de la grossesse. Je me dis tout simplement ça peut pas forcément marcher du premier coup, mais malgré tout, ça n'enlève en rien la déception et la peine que l'on ressent. Mais pour autant, je ressens pas de culpabilité, mais je peux tout à fait comprendre que des femmes culpabilisent parce qu'on le porte en nous. Et c'est tellement frustrant en fait de se dire qu'on s'est imaginé. Enfin, pendant tout, je me regardais dans le miroir. Et du coup, même les symptômes, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'était de réels symptômes? Est-ce que je les ai imaginés ou est-ce que c'est peut-être rien à voir? Enfin, du coup, on en vient à se poser des questions. Ouais, parce qu'on est enceinte, mais enceinte, mais que d'une poche. Voilà, il n'y a pas de bébé finalement. Et c'est là où c'est difficile, c'est d'assimiler le fait que ce qu'on s'est imaginé, ça n'existe pas.
Ouais. Ouais, je comprends. D'accord. Et vis-à-vis de ton mari, est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a eu un sentiment de culpabilité ou pas, donc pas du tout non plus? Non, alors du coup, lui, il a tout de même ce recul qui lui permet de justement enfin cette distance en fait, vu que lui il l'a pas porté, donc il a cette distance qui lui permet de prendre du recul. Mhm. Mais donc il n'a pas de culpabilité non plus, mais il a aussi cette déception et ce sentiment d'échec. Enfin vraiment, voilà, c'est aussi présent. Mais après voilà, lui il vit sa peine aussi différemment et du coup, lui, il est plutôt dans le bon. Ok, c'est fait, c'est passé, on a vécu, on oublie, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà. Ouais. Lui, voilà, c'est comme ça. Moi, au contraire, voilà, j'ai pas de problème à en parler. Mhm. Et c'est pas parce que je passe pas à autre chose. Au contraire, c'est parce que je voudrais juste en fait témoigner et que mon témoignage puisse être utile à d'autres femmes parce que quand on a appris quand on a posé ce diagnostic d'œuf clair, Oui. directement on a été sur internet, mon compagnon d'autant plus puisque lui il connaissait pas du tout ce phénomène, Oui, oui. donc il allait sur internet pour essayer de comprendre, pour trouver des témoignages. Il me disait mais il y a des femmes qui l'ont vécu et derrière elles ont eu des enfants, parce que il faut savoir que oui, l'œuf clair derrière ça n'entraîne aucune complication pour avoir un enfant, donc ça nous a aussi soulagé en Ouais, quelque sorte, rassuré, ouais. mais ouais, rassuré plutôt. Mais c'est vrai que les témoignages sur l'œuf clair, on en trouve peu. Enfin, je trouve qu'on en Ouais, trouve peu. Donc du c'est. coup, ouais, des témoignages sur les fausses couches, il y en a beaucoup, mais du coup, on n'arrive pas à se retrouver dans ces témoignages parce que c'est différent. C'est vraiment c'est différent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, si moi je peux apporter un peu d'aide à des femmes qui vivraient la même situation, Mhm. ben voilà, je le fais. Ouais, non, non, mais je comprends. Mais je te rejoins sur aussi ce que tu as dit par rapport au peu de témoignages qu'on trouve sur l'œuf clair. Je pense Mm. que, ben comme voilà, c'est malheureusement encore un sujet encore plus tabou que la fausse couche, donc on n'en parle pas. Et puis comme on nous a aussi un peu conditionné à se dire, le premier trimestre, tout peut arriver, il peut ne pas, voilà, ça peut ne pas fonctionner, il faut pas en parler. Vous êtes enceinte, mais c'est un secret, faut faire comme si de rien n'était. Je pense qu'aussi, peut-être que certaines femmes se disent, ben, pourquoi est-ce que j'en parlerais? Parce que de toute façon, je savais très bien que ça pourrait arriver. Donc au final, ben, je peux Mm. pas partager ma peine, je peux pas en parler, et c'est normal. Mais ça, c'est culpabilisant et frustrant, en fait, je Mm. trouve. Parce que, du coup, parce que c'est le premier trimestre et parce que, du coup, on est censé être au courant que ça peut arriver, limite, pas qu'on ne devrait pas se plaindre, mais on le sait, donc ça devrait minimiser les choses. Ouais. Pas du tout, en fait. Après, oui, c'est sûr qu'on sait que le premier trimestre, faut pas trop en parler parce que c'est vrai que c'est plus difficile, du coup, de se dire que, par exemple, moi, de mon expérience, on n'en avait pas particulièrement parlé, mais j'avais des amis qui s'en étaient doutés. Mhm. Parce que j'avais refusé une coupe de champagne, ce qui ne m'arrive jamais. Elles avaient compris, et puis elles savaient qu'on avait le désir de faire un enfant. Mm. Donc elles avaient compris. Mais finalement, alors ça a été une aide parce que lorsque le diagnostic de l'œuf clair a été posé, ben, Mhm. j'ai pu me confier à elle, j'ai pu en parler. Mais voilà. Ouais. Voilà, parce que alors même si on est un couple, on vit ensemble, etc., mais on a besoin quand même de soutien extérieur et Oui. d'avoir chacun son soutien Mm. en plus. Et donc même si voilà, c'est vrai que ça nous a soudés, ça a vraiment apporté quelque chose à notre couple, cette épreuve. Mhm. Mais malgré tout, on a tout quand même chacun notre propre façon de gérer notre peine, et donc du coup c'est important d'avoir chacun peut-être ce soutien extérieur, en tout cas pour nous. Et donc ça a été utile finalement qu'il y ait des gens qui soient au courant, même si on n'avait pas annoncé, cette grossesse. Et quelque part c'est pas plus mal parce que par exemple, vu qu'on a eu ces 2 semaines de balance là, De transition un peu, ouais. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai que ça aurait été difficile de recevoir des messages des proches qui, si on n'aurait pas parlé de l'œuf clair, qui nous auraient dit, bah alors la grossesse, ça se passe bien, attendez, enfin, ça aurait été compliqué. Et
par exemple, ça a été le cas. Comme j'ai reçu une remarque d'une proche, en fait, d'une personne proche, mais qui n'était pas du tout au courant de cette grossesse et qui nous a juste, voilà, à l'occasion, fait cette remarque que tout le monde fait un jour dans sa vie à quelqu'un, en nous disant, quand est-ce que vous faites un petit frère ou une petite sœur, du coup, par rapport au fils de mon compagnon, quand est-ce que vous faites un petit frère ou une petite sœur? Et on était en pleine tourmente. Donc non, je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie d'en parler, mais à la rigueur, si je lui avais parlé de ma grossesse et que je l'avais informée de l'œuf clair, tout simplement, j'aurais jamais eu affaire à ce type de remarques. Donc pourquoi ne pas en parler? C'est vrai qu'il y a ce fameux truc de pas en parler dans le premier trimestre. Je trouve ça dommage parce que du coup, on a l'impression que notre malheur, il faut pas en parler non plus. Mais en fait, c'est ça. Mais alors que moi, comme j'en parle librement de mon interruption, j'ai même appris en parlant que des proches, des femmes de mon entourage ont fait des fausses couches parce que j'ai parlé de mon expérience. Du coup, elles ont parlé de la leur. Sinon, tu n'aurais pas su justement cette information-là. Non, j'en ai jamais su. Parce qu'il y a un truc tabou aussi, un peu. Il y a un truc un peu honteux, en fait. On veut nous faire croire que c'est un peu honteux de ne pas réussir à faire un enfant. Alors que pas du tout. Hein. C'est la nature et ça arrive à des millions de femmes. Et plus qu'on ne le croit. Et derrière, il y en a tellement aussi qui ont réussi à avoir des enfants, donc il n'y a aucun rapport avec le fait de ne pas réussir. Mais parce qu'on est une femme et qu'on est censé savoir et pouvoir procréer. Et donc, du coup, une fausse couche, faut pas trop en parler, quoi. Et l'œuf clair aussi, j'ai l'impression qu'il faut pas trop en parler parce que finalement, c'est un œuf clair, donc il n'y avait pas d'embryon. Il y a une illégitimité un peu, c'est particulier. Mais oui, de toute façon, la fausse couche, il y a un gros tabou sur ça. Et moi, je trouve ça dommage que les femmes ne puissent pas en parler librement à qui elles veulent, quand elles veulent. Après, je peux comprendre que ce soit très difficile pour certaines, mais moi, là où je trouve ça dommage, c'est que il y a des femmes qui portent ce poids, le poids de cette fausse couche, mais pendant des années. C'est ça, ouais. C'est qu'après, justement, après même des grossesses, elles peuvent justement encore avoir ce poids et un peu cette épée Damoclès parce qu'en fait, qui vient un peu gâcher leur maternité. Parce qu'il y a eu une fausse couche, il y a eu un œuf clair, il y a quelque chose de tabou qui fait qu'aujourd'hui, ça vient un peu gâcher et elles sont pas épanouies dans la maternité par rapport à ça. Parce que c'est tabou, parce qu'il faut pas en parler, parce qu'il faut être forte en toutes circonstances. À un moment donné, non, c'est pas possible. On a besoin de se confier, de se libérer et puis aussi d'être soutenu. Enfin, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est humain, tout simplement. Non, puis juste d'avoir le choix, en fait, juste si on a envie d'en parler, qu'on puisse en parler. Mais voilà, c'est ça. Sans être jugé. Et puis aussi pour informer les gens. Je trouve ça intéressant. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. J'aime bien savoir connaître toutes les hypothèses, toutes les éventualités. C'est pas parce que je me dis que oui, une grossesse peut mal se passer, que la mienne va mal se passer, mais je préfère au moins tout savoir que découvrir ça le moment venu. Oui, ouais, comme c'est mon ça. compagnon, finalement, où je pense que lui, il est tombé encore plus des nues que moi parce qu'il connaissait pas du tout ce phénomène. Moi, je le connaissais un petit peu, mais je l'aurais découvert comme ça à l'écho. Là, j'étais déjà tombée de 6 étages, mais je serais tombée du double, quoi. Donc, c'est aussi juste pour que on puisse informer, tout simplement. En fait, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est le savoir, ça permet pas d'éviter, mais au moins de pouvoir comprendre et de pouvoir te dire, ok, cette possibilité existe. Si je la traverse, je la rencontre, ok, c'est normal. Il y a pas de souci à mon niveau, c'est comme ça. Et puis, je sais quoi en faire, en fait. C'est juste se dire, comme tu dis, ne pas tomber de très haut et se dire, ok, c'est arrivé. Mais je suis pas la seule à qui ça arrive. On peut en parler ou ne pas en parler, s'entraider ou pas, peu importe. Mais c'est une question de choix. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les maternités, mais on nous enlève un peu ce choix, en fait. On doit rentrer dans des cases, vraiment dans des carcans. Et on nous enlève ce choix de se dire, j'en parle pas, je choisis ce choix-là ou pas un autre. Et en fait, on a l'impression qu'on n'est même plus libre de nos choix et de ce qu'on a envie de faire et de dire. Mais on n'est pas libre de nos choix parce qu'on n'a pas toutes les informations en main, en fait. C'est ça le problème. Ben oui, mais parce qu'il y a trop de tabous. On nous dit pas tout. Ouais, voilà. Comme il y a trop de tabous et qu'on ne dit pas tout, on n'a pas toutes les informations. On peut pas
faire notre choix comme il faut, sans avoir vraiment eu toutes les informations. C'est ça qui est dommage. Ouais. C'est comme où tous les tabous, on va dire postpartum, enfin voilà, on nous a toujours dit oui, l'accouchement c'est le plus beau jour de la vie d'une maman. Ok, mais il fallait surtout pas parler de l'épisiotomie, des mauvais côtés, etc. Oui, mais non, c'est pas possible. C'est ça. On a le droit à l'information en fait, et de savoir comment ça se passe, parce que c'est nous qui vivons, c'est notre corps, donc on a quand même le droit de savoir comment ça se passe. Après, chaque expérience est propre, bien évidemment, comme chaque fausse couche. Chaque expérience de fausse couche est propre à chacune. C'est pas parce qu'il y a des réussis qui sont beaucoup plus malheureux que d'autres, de femmes qui ont enchaîné les fausses couches. C'est pas pour autant qu'on va découvrir ça ou lire ça, qu'il va nous arriver la même chose. Mais c'est bien de savoir que c'est possible, que ça peut arriver, parce qu'il faut s'y préparer finalement. Il faut s'y préparer aussi à la suite. C'est ça en fait, ça permet pas d'anticiper, mais de se préparer à vivre le moment et de se préparer à la suite. Et ça, je pense que dans l'esprit d'une femme, ça change tout. De savoir qu'il y a des choses qui existent, que ok d'accord, j'ai pas le choix, mais que je sais que ça existe. Mais on a quand même une sorte de pouvoir qu'aujourd'hui on n'a plus, moi je constate. Que ce soit en grossesse ou en postpartum, les femmes elles sont plus maîtres de leur maternité, elles n'ont plus le choix, elles n'ont plus ce pouvoir de se dire ok, ce qui m'arrive, on m'en a parlé, donc j'en fais ce que je veux, mais je sais que ça existe et je peux prendre une décision. Aujourd'hui, en fait, je subis. Tout est hyper médicalisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, une grossesse, c'est comme si on était à l'usine, qu'en fait, on devient un numéro et puis voilà, on y va. On n'a plus une grossesse ou une maternité en conscience. C'est vraiment très mécanique, très structuré et il y a même, j'ai envie de dire, il y a parfois même plus de magie, quoi. Donc, je trouve ça dommage. On parle quand même de la naissance. C'est quand même la plus belle chose. Enfin, c'est pas anodin, quoi. C'est quand même pas anodin. Comme tu dis, alors que toutes les grossesses et les accouchements sont différents. Oui. On peut pas enfin, voilà, c'est pas comme tu dis à la chaîne. Non, c'est ça. Mais parfois, on a l'impression que c'est un peu à la chaîne. C'est, voilà, on a un numéro et puis voilà, au suivant. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Puis humain dans tout ça. Oui, c'est ça. on oublie qu'on est humain. Je pense que on a perdu un peu cette part d'humanité où on oublie que voilà, on a des êtres humains en face de nous, on a besoin justement de reprendre cette part d'humanité qu'on a perdue, mais qui revient. Je vois quand même avec les courants que ça revient un peu, mais il faut se battre, quoi. Alors que je me dis, on ne devrait pas se battre pour quelque chose comme ça. C'est juste normal. Mais bon. Écoute ça. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Nadège? On est arrivé au moment où... On n'a pas parlé, par exemple, du fait qu'il n'y a pas de suivi particulier. Ah oui, ouais. Comment ça s'est passé pour toi une fois que tu as vu le gynéco qui t'a dit ok, ça dépend de vous? Ça a été quoi la suite, entre guillemets, après? Après, en fait, pour sortir de l'hôpital, il m'a fait une écho pour vérification. Et puis, du coup, moi, je pensais avoir une écho de contrôle peut-être dans un mois ou quoi. Et non, pas du tout. Il n'y a aucun contrôle particulier et pas de suivi psychologique. En tout cas, on m'en a pas prescrit, on va dire, on m'a pas proposé de suivi psychologique. Et alors, je trouve ça très dommage. Après, donc, j'imagine que c'est à chacune de se prendre en charge derrière, mais parfois je trouve ça dommage que, c'est pas qu'il soit imposé, mais fortement conseillé ou qu'il soit au moins proposé. Au moins proposé, parce que parfois on ne le fera pas de nous-mêmes en fait, et il peut être utile, et il est utile. Il est utile derrière ce suivi psychologique. Enfin, c'est quand même un traumatisme qu'on vit. Donc il est utile. Moi, par exemple, alors, je vais pas mentir, je me disais que je me suis dit je le vis bien. Finalement, là maintenant on est à 3 semaines, je crois, plus de 3 semaines là du curetage, à l'heure où on se parle. Donc je l'ai plutôt bien vécu. Moi là, vraiment ce que j'ai mal vécu, c'est l'annonce, la déception, la peine, etc. Bon, ok, je le porte en moi, malgré tout, ça fait partie de notre vécu, ça fait partie de moi. Je la porte cette fausse couche, je le sais. Mais ça n'empêche pas que voilà, il y a le porter et puis réussir à passer à autre chose, et le porter à vie sans pouvoir passer à autre chose. Mais finalement, je me disais voilà, je le vis plutôt bien. Ok, on passe à autre chose, on va retenter l'expérience, etc. La vie continue.
Et j'avoue que j'ai une amie qui a accouché la semaine dernière. Oui. Donc j'étais super contente pour elle. Puis parce que voilà, ils ont aussi galéré à pouvoir avoir cet enfant. Donc on est ultra contents pour eux. J'ai été ravie. J'ai vu les photos, c'est génial. Je suis super contente. Et puis en fait, 2-3 jours après, du coup, je me suis imaginé. Enfin, la réalité est un peu apparue où ils vont avoir un quotidien avec cet enfant. Et puis en fait, je les ai enviés et ça m'a ramené, moi, mon expérience. Et je t'avoue que là, j'ai eu une petite baisse de morale. Oui, mais parce que c'est très frais aussi. Ça oui, 2 semaines après mon curetage. Donc là, je t'avoue que je me sens pas de pouvoir rendre visite tout de suite à mon amie pour voir son bébé et prendre son bébé dans mes bras. Parce que c'est tôt, je peux comprendre. Et là, il faut du temps aussi pour pouvoir. Il faut se laisser du temps, ouais. Il faut du temps aux gens, bien sûr qu'il faut du temps pour s'en remettre, plus à certaines que d'autres, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose, même si on le sait que ça fait partie de nous, de notre vécu. Mais il faut pouvoir quand même aller de l'avant. Malgré tout, on va de l'avant, mais c'est juste que cette peine, elle est trop récente pour avoir un petit bébé dans les bras, je pense. Oui, non, mais je comprends ton sentiment. Mais malgré tout, malgré tout, tout va bien, et puis nous, on envisage de Comment vous vous projetez justement, après ça? Là, nous, on se dit que je reprends pas de contraception particulièrement. Nous, on refait comme on s'y était préparé. Je prenais de l'acide folique qui m'a été conseillé et tout par mon médecin. Donc là, on verra. J'attends du coup que mon cycle reprenne. Et puis on espère que ça pourra, en tout cas ça reviendra quand ça reviendra, mais on espère que ça reviendra assez rapidement. En tout cas, on est prêt. Mais c'est vrai que bon, je vais pas mentir. Je sais pas comment je vais le vivre. Je vais la vivre la prochaine annonce de grossesse. Mais je pense c'est fort probable qu'il y aura un petit peu d'appréhension jusqu'à la première écho. Mais du coup, on va en tirer des leçons. Donc probablement qu'avant la première écho, on va essayer de moins se projeter, même si j'imagine que c'est difficile, mais bon, ça nous a quand même servi de leçon. On va probablement un peu moins se projeter et attendre. Finalement, on va pas se fier au test de grossesse ou à la prise de sang. Ce sera l'écho qui sera le top départ, j'ai envie de te dire. Voilà, exactement. Exactement. Je pense que ça sera l'écho. Quand on aura eu l'écho, on sera soulagé. D'accord. Et si à l'écho tout va bien, on sera soulagé. Ok. Voilà. D'accord. Et par rapport à ton donc tu as abordé le point du suivi psychologique et je te rejoins quand tu dis qu'effectivement il faut que ce soit proposé. Parce que je me dis, il y a des femmes qui peuvent très mal vivre cette œuf clair, et parfois elles sont peut-être pas en capacité de se dire j'ai besoin d'aide. Donc si on ne leur dit pas ça existe, parfois elles n'ont peut-être pas la force de se dire il me faut de l'aide. Donc je pense je te rejoins quand tu dis qu'il faut au moins que ce soit proposé, pas imposé, mais que l'option soit présentée sur la table et après on en fait ce qu'on veut, mais au moins qu'on la propose. Mais je voulais revenir sur tout ce qui était, donc on a parlé psychologique, suivi, gynéco, sage-femme. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Tu vas fonctionner autrement? Alors oui, c'est vrai que du coup, il n'y a pas cet écho de contrôle. Moi, ça me perturbe un peu, j'avoue. J'ai besoin de ce passe entre la fin de ce curetage et une nouvelle grossesse. Moi, j'ai besoin d'avoir cette remise à zéro, on va dire, qui me permette de me dire, ok, il y a vraiment plus rien, il y a aucun résidu. Ça nous permettra, je pense aussi, de repartir vraiment totalement sur un renouveau. Et puis il y aura pas ce vécu qu'on aura déjà vécu, cette histoire, cette épreuve qu'on aura déjà vécue avec mon ancienne sage-femme. On part sur une nouveauté, une nouvelle sage-femme, et puis ça me permettra de faire cet écho de contrôle qui moi m'est nécessaire, et puis ça permettra de remettre en confiance mon compagnon. Si je repartais avec la même sage-femme, il n'aurait pas confiance en elle, donc on va pas remettre en doute la parole du soignant à chaque fois, c'est pas possible. Donc, il serait pas serein pour la nouvelle grossesse en fait. Voilà, il en a besoin aussi. On le vit à deux, donc oui, nous ça serait le changement, mais ça c'est vraiment personnel. Après c'est propre à chacun. Mais moi j'ai besoin de ce petit sas, donc je vais l'auto prescrire cette écho de contrôle. Je pense que pour une prochaine grossesse, on va dire sereine, c'est important que là vous vous écoutiez
et qu'il n'y ait pas de compromis sur des choses qui vont vous permettre de pas vivre à fond la prochaine grossesse. Donc c'est important effectivement, comme tu dis, cette remise, j'aime pas dire ce mot, mais cette remise à zéro, et qu'on se sente déjà en confiance qu'on commencera une nouvelle aventure, quoi. Ouais. D'accord, ok. Mais écoute, je pense qu'on a essayé de faire le tour là pour le coup. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Non, mais je pense que c'est bon. Bah écoute, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Ben voilà, l'idée c'était avec Nadège, et encore une fois, merci beaucoup de ta confiance. C'est de parler voilà d'un sujet qui peut toucher pas mal de femmes. Et même si on n'est pas concerné, qu'on l'a pas vécu, c'était important quand même avec Nadège, avec son histoire, de vous en parler librement pour que, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Et je reste persuadée, comme dit Nadège tout au long de l'interview, que le fait de savoir, ça va pas anticiper les choses, ça va pas les changer, mais notre réaction peut être différente. Ça peut nous faire du bien de se dire, tiens, je suis normale. Ce qui m'arrive, ça arrive à d'autres femmes. Je suis pas toute seule. Je peux en parler. C'est pas une honte. Et c'était vraiment l'idée avec Nadège, à travers ce podcast, de libérer la parole et surtout de déculpabiliser. Vraiment. Je sais pas si tu es d'accord, mais je suis 100% d'accord avec toi, c'est exactement ça. Moi, je voulais apporter mon témoignage qui puisse être utile à d'autres femmes, même si l'expérience est propre à chacune. Enfin, c'est différent à chaque fois, mais voilà, vous n'êtes pas toute seule. On n'est pas toute seule à le vivre, et puis il n'y a rien d'anormal. On reste des femmes normales, et puis surtout ne pas culpabiliser. C'est pas notre faute, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça. Il faut en tirer des leçons. Il faut se dire qu'il y a toujours des leçons à tirer, même des épreuves négatives. Et puis il faut surtout aller de l'avant et prendre le temps qu'il faut, et puis le suivi psychologique si nécessaire, il faut pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Faut pas hésiter même à craquer. Enfin, c'est normal de craquer, c'est sain, c'est humain, mais l'important c'est surtout de rebondir, d'aller de l'avant quand même, mais s'il faut passer par là, on peut craquer un coup, mais voilà, c'est surtout faut rester positif, et puis voilà, et puis surtout moi je suis disponible. Enfin, s'il y a des femmes qui veulent échanger à ce sujet, elles peuvent passer par toi pour avoir mon Insta, il n'y a pas de souci. Et je suis ouverte à ça. Voilà, avec grand plaisir. Et puis comme tu l'as aussi, je vais juste rajouter une petite chose, tu l'as dit quand même tout au long du podcast, la communication, on voit bien que ça reste super important, surtout dans des situations comme ça, au sein du couple. C'est vraiment important de se parler, parce que on ne sait pas parfois comment l'autre peut vivre cette situation. On a chacun et chacune nos propres vécus, notre propre réaction. Donc c'est important justement là de vraiment que le mot communication prenne tout son sens, parce que voilà, ça peut, et je vais le dire, et ça peut ressouder un couple, comme toi tu l'as dit, ou ça peut peut-être faire autre chose. Donc c'est important de lever le tabou aussi au niveau du couple, et vraiment de communiquer. Ouais, t'as totalement raison. Ok, d'accord. Bon, mais je te remercie beaucoup, en tout cas Nadège, pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Donc voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, qu'en tout cas ça va permettre à d'autres d'être peut-être plus sereines, d'oser parler si elles en ont besoin, ou si elles en ont envie. Si encore une fois, c'est vraiment une question d'envie. Soyez, j'ai envie de dire, actrice et active dans votre maternité, et vous avez toujours le choix. C'est vraiment ça le mot de la fin. On a toujours le choix de faire ou de pas faire, de dire et de demander de l'aide. C'est pas une honte, au contraire, c'est une force. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi, belle soirée, puis je te dis à bientôt, Nadège. À bientôt, Tania. Merci, au revoir.